Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai vu que la première vidéo, le premier épisode, ça vous a beaucoup plu, surtout les petites anecdotes. On va continuer, on va faire d'autres vidéos. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de parler de la W140. C'est vraiment, il se passe pas un jour sans que je parle de la W140. Là, qu'on voyait, là, je suis chez moi, je suis pas dans ma Lady Di, mais chez moi, j'ai beaucoup de trucs Mercedes. Là, c'est l'article qui est sorti sur les Didi, des photos, etc. Enfin bref. L'épisode 1 s'est arrêté au Salon de Genève le 7 mars 91. Et si vraiment j'avais une machine à remonter le temps ou tout simplement une DeLorean, comme dans le film Le Retour dans le futur, franchement, je mettrais première date 7 mars 91 parce que ce jour-là, c'était un événement mondial. Et je pèse mes mots, c'était un événement mondial. Et tout le monde attendait impatiemment de, de voir cette nouvelle classe S que Mercedes allait sortir. Et parce que vous savez très bien que Mercedes a beaucoup communiqué sur cette nouvelle classe S, comme par exemple lorsque j'ai dit dans la dernière vidéo qu'en 80, elle était censée sortir en 89, et avant même euh, la sortie de la 126 à peine sortie, les ingénieurs ont dit attendez à la prochaine, ça sera quelque chose d'énorme. Et c'est pour ça que c'était vraiment un événement que tout le monde attendait. Ils voulaient absolument voir à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'ils vont sortir, est-ce que c'est un V16, est-ce que c'est un V12. Il y avait tellement En plus, tous les constructeurs attendaient ce que Mercedes allait sortir. Enfin, c'était vraiment un événement mondial. Aujourd'hui, c'est plus le cas comme avant. Avant, quand il y avait des sorties comme ça, il y avait je sais pas, une passion, une attente. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, moi personnellement, j'y vais plus dans les salons comme ça parce que voilà, c'est plus comme avant. Bref. Alors, le 7 mars 91, il y avait un grand stand en forme de cercle euh, spécifique et dédié à la classe S sur fond blanc. Et il y avait un gros monstre caché sous une bâche. Un voile en tissu, je crois. C'était je me rappelle, enfin, d'après ce qu'on m'a raconté, de la soie, enfin un gros truc en soie, blanc. Et là, l'instant fatidique, on soulève, et là, on voit le 600 SEL gris métallisé. À l'époque, le gris métallisé, c'était pas courant, hein, c'était rare le gris métallisé. Hein. Aujourd'hui, pour moi, ça a commencé le gris métallisé à partir des années 2000, Golf 4, etc. Mais à l'époque, c'était rare comme couleur. Donc le 600 SEL, bah, le monstre, le monstre. Et, euh, et à côté, il y avait deux moteurs, V12 M120. Pour moi, c'est le plus beau moteur que après le Matra V12, pour moi, il y a le M120. Il est beau ce moteur. Quand tu ouvres le capot, il est très beau ce moteur. Et donc là, donc il y avait deux M120, un qui était au complet et l'autre en pièces détachées, comme ça on peut voir. Et là, la gifle qu'a pris tous les constructeurs. Tous les constructeurs. Pour moi, il y a un avant et après euh, mars 91. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, 408 chevaux, le M120. Aucun constructeur n'a réussi à... Je pense qu'à l'époque, c'était même le record euh, pour une voiture de luxe. Hein. On n'est pas sur des coupés, des roadsters, des trucs. Non, on est sur une voiture de luxe qui développe 408 chevaux. C'était inédit, c'était du jamais vu. C'était une première mondiale. Et donc, euh,
Donc là, les constructeurs, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait Mercedes? Pouah, la- le coup qu'ils ont pris, la gifle, était. Et pour la petite anecdote, je sais que vous aimez ça, et ben ce jour-là, il y avait Greenpeace, Greenpeace, Greenpeace qui ont manifesté quand ils ont vu ce V12, ce monstre de 6 litres. Ils ont manifesté, ils sont déguisés en barils de pétrole, ils sont maquillés en camouflage, enfin, maquillage noir, etc. Ils ont manifesté contre le M120. Contre M120, contre Mercedes en général. C'était marrant, enfin, c'est dommage, j'arrive pas à trouver des photos, des vidéos de cette journée. Donc ils ont manifesté, non, l'écologie. À l'époque, ça a commencé avec réchauffement, blablabla. Bref. Et comment dire, les constructeurs, les autres constructeurs, ils ont pris un enfin, pour moi, c'est une bombe atomique qu'elle a mis Mercedes en plein milieu du salon. Une bombe atomique. Ça a explosé tout le monde. En commençant par BM. BM, à l'époque, elle avait la E32. La E32, à l'époque, enfin, quand la 140 est sortie, elle a été ringardisée, elle a pris un coup de vieux de 30 ans. Même si je l'aime bien, mais elle est sortie carrément du champ voiture de luxe. Donc là, BM, au revoir. Rolls-Royce, Rolls-Royce, qui était à l'époque la voiture de luxe des riches, etc. Et là, bim, avec la 140. 408 chevaux sous le capot. 5,23 m pour la version longue. Rolls-Royce, elle avait quoi à l'époque? Elle avait la Rolls-Royce Spirit et Spur aussi, pour la version longue. Elle était moche par rapport à la W140, avec les feux carrés comme ça. Elle a pris un coup de vieux. Hein. Elle aussi, au revoir. Bentley, pareil. Bentley, elle a carrément mis un turbo pour essayer de rattraper un peu le V12, mais elle n'arrivait même pas à la cheville du M120. Donc, Rolls-Royce, Bentley, ciao. Qu'est-ce qui reste? Jaguar. Jaguar. Elle avait la XJ40 aussi avec les feux carrés. Je sais pas, pour moi, la 140 est sortie dans un moment, elle était en avance d'une génération. Enfin, elle était en avance je sais pas, elle était en avance sur 100 ans. Les voitures à l'époque, par rapport à la 140, elles étaient moches. Bah, pas moches, mais elles étaient de l'époque, mais la 140, on dirait que c'est un ovni qui est sorti. C'est comme à l'époque où la DS est sortie. Pour ceux qui s'en souviennent, moi j'étais pas encore né, mais la DS, quand elle est sortie, pareil, c'était. Waouh, technologie, direction assistée, suspension hydraulique, etc. C'était Peugeot, etc. Ils ont été ringardisés d'un coup. Hein. Ben, c'est exactement ce qu'elle a fait la 240. Et la 140 est sortie avec des choses, des premières mondiales. Enfin, dont le vitrage, exclusivité mondiale. Euh, Tout, les radars de recul, enfin les petites antennes, tout était une exclusivité mondiale, la première. Toutes les pièces d'ailleurs, en parlant d'écologie, petit message pour Greenpeace, c'est la première voiture au monde où chaque pièce qui pèse plus de 100 grammes, ils sont recyclables. Ils sont référenciés recyclables. C'est la première voiture qu'on peut recycler. C'est quand même énorme. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi sur cette journée? Donc voilà, franchement, cette journée, elle était exceptionnelle. Enfin, j'aurais bien aimé être là pour voir la gueule des autres constructeurs. Et d'ailleurs, ils se sont pas remis. Hein. Pourquoi j'ai dit qu'il y a un avant et un après W140? Parce qu'en 98, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la 140? Jaguar, faillite. Elle a été
racheté par Tata, même si ça a été fait après la 140, mais le déclin, il a commencé avec la 140. En 98, Bentley a été racheté par Volkswagen. Et en 98, même année, donc la fin de la 140, Rolls-Royce a été racheté par BM. Et vous savez pourquoi ils l'ont acheté, BM et Volkswagen? Parce qu'ils ont voulu se venger de la 140. Bentley a été acheté par Volkswagen parce que Volkswagen n'a jamais percé ce secteur, enfin de cette catégorie de voitures de luxe, donc a acheté Bentley. Et BM a voulu se venger de la 240 en achetant Rolls-Royce. Mais Rolls-Royce, la vraie, c'était fini. Le coup fatal a été fait par la W140. Parce qu'on était monté d'un cran, passant de la 126 à la 140, on est monté d'un cran. Et la 140 n'était pas accessible à tout le monde. Si vous êtes un salarié lambda ou un petit cadre, vous allez chez votre banquier, vous lui dites je veux acheter une W140, il va se foutre de votre gueule, hein. C'est tout. Elle était faite pour vraiment des personnes qui sont cadres supérieurs, hein. Des PDG, des traders, etc. D'ailleurs, il y a deux phrases qui résument ce que c'était la W140 à l'époque. La première, c'est dans le catalogue US, c'est écrit, si vous achetez la W140, vous envoyez une image où vous reflétez comme quoi votre foyer a un revenu moyen de 200 000 $. Donc si vous avez une classe S, c'est que votre foyer a plus de 200 000 $ par an. C'est énorme. Et c'est quoi la deuxième? Je voulais dire sur ça. Oui, sur le catalogue français, c'est écrit après une journée de 13 heures de travail. Qui c'est qui travaille 13 heures par jour? Voilà. On a le droit à un moment de détente à la fin de sa journée. C'est quand même fou. Mercedes a pensé à conduire un W140, c'est une détente, on se détend. Avec tout ce qu'elle a mis comme direction assistée paramétrique, c'est-à-dire que essence variable, c'était une exclusivité. En ville, le volant il est très fluide et quand on roule, on dépasse 50 km à l'heure, la direction devient plus dire ça, c'est ça en fait, la direction assistée à essence variable. D'où le vitrage, on n'entend rien de l'extérieur, c'est vraiment, moi je l'appelle petite boîte de conserve, on est bien à l'intérieur. La sono, les sièges orthopédiques, etc. Enfin, tout a été fait pour se détendre. On conduit 1240, on a envie de rouler tranquillement sans. Pour moi, c'est. Et donc, voilà ce que j'ai à dire. Oui, juste pour revenir au design de la 1240. Ils disent que c'est pas Bruno Sacco qui a dessiné la 140. Non, Bruno Sacco a dessiné la 126 et toute la génération qui va avec, 190, etc. Et ensuite, il est monté en grade. Il est devenu directeur en chef des designers. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs designers, mais c'est lui qui valide à la fin quel est le dessin qui allait être retenu. Et à l'époque de la 140, il avait plusieurs designers, et parmi eux, Cocorico, c'est un Français, c'est Olivier Boulet, dans le dessin qui est juste derrière moi. Et c'est lui que Bruno Sacco a choisi pour la 140. Donc, c'est pas lui qui a dessiné, mais c'est lui qui a décidé que ça va être ça. Et c'est Olivier Boulet qui a dessiné la 140. Donc, ils ont fait premier prototype. Et à l'époque, il y avait l'ingénieur en chef qui s'appelle Wolfgang. Et Wolfgang, il faisait la taille de Charles de Gaulle, il faisait 2 mètres. Donc, lui présente premier prototype, il monte dedans, et là, il se dit, ah, le plafond est trop près de ma tête, vous me soulevez tout ça. Et là, Bruno Sacco, ses bras sont tombés, il dit, mais si on continue comme ça, on va sortir un monstre.
On s'en fout. On paye. On a l'argent. On change. Mais là, il dit, oh, mais ça va être gros. Ça va... Et alors? Bon, bah, ils ont tout refait. D'ailleurs, en 2006, on a posé la question à Bruno Sarko. On lui a dit, qu'est-ce que pour vous, la voiture qui a quand même quelques points négatifs, etc. Elle a dit, oui, la 140, je trouve qu'elle est plus haute d'un pouce. Vous voyez, pour un designer, un pouce, c'est énorme. Bref. Et donc, c'est à cause de l'ingénieur en chef Wolfgang que la 140 est plus haute. Bref. Bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, c'est une voiture qui a coûté 1 milliard de dollars en recherche et développement. Qu'en recherche et développement? 1 milliard de dollars, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi, c'est un record. C'est jamais un constructeur n'a mis autant d'argent pour une voiture, pour développer une voiture. 1 milliard de dollars, c'est de la folie. C'est quelque chose d'énorme. C'est du jamais vu. Et ça s'est vu qu'en 91, ça s'est vu que c'était quelque chose d'énorme. Et pour la petite anecdote, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, ils ont voulu faire un V16 parce que BM avait annoncé qu'elle allait faire un V16. Et le V16 de BM développait 408 chevaux. Et je ne sais pas comment Mercedes a réussi à avoir 408 chevaux exactement comme le V16 que BM voulait faire sur un V12. Le petit message, c'est-à-dire que vous avez voulu faire un V16 à 408 chevaux, on a réussi à le faire avec un V12. Donc voilà, 408 chevaux, même puissance. C'est énorme. Parce que, vous savez, comment on détermine le nombre de chevaux d'une voiture, en fait, quand on lance la première série, on fait un contrôle au hasard, on prend une voiture au hasard sur la chaîne, et on la met au bon, et ça nous donne la puissance, et cette puissance est appliquée sur tout le modèle. C'est ça en fait comme par hasard c'est tombé sur une 140 qui a 408 chevaux. Donc Mercedes, elle avait les boules, Mercedes. BM, elle avait les boules. Et elle continue encore, BM, à attaquer la classe S. Mais personne n'a réussi à détrôner la classe S. Si on parle de vente, la 140 a été vendue environ 400 000 exemplaires. D'accord? Suivi de la E38, 325 000. Donc il y a déjà environ 100 000 exemplaires de différence. Mais est-ce que vous avez déjà vu une série 7 dans les palaces ou comme voiture de luxe officielle? Non, non, ça a resté pour la classe S. Jaguar, il y en a qui disent ouais, XG6 c'est magnifique, c'est mieux que 140. Vous rigolez, il y a eu 90 000 exemplaires de vendus. La LS, Lexus, pareil, 100 000. Aucune voiture de luxe n'a réussi à détrôner. Parlons même pas de Rolls-Royce. Rolls-Royce, ça dépasse même pas les 7 000, 10 000 maximum. Mais la 140, comme je l'ai dit, le Mercedes a vraiment envoyé un missile qui a vraiment changé la donne après mars 91. Parce que disparition de Rolls-Royce, même si elle a été rachetée par BM, Bentley, Volkswagen, Jaguar par Tata, il reste que BM qui est resté fidèle à elle-même et qui n'a pas été vendue. Mais Lexus, on n'en parle plus. Lexus LS, c'est quasiment sorti du champ de vision des classes S. Maintenant, et la classe S, même aujourd'hui, elle reste au summum. Personne n'a réussi à détrôner la classe S. Et d'ailleurs, la dernière tentative, c'était Volkswagen. Et comme vous savez, Ferdinand Piëch, qui n'est que le neveu de Porsche, il avait fait une dernière tentative avec la Phaeton. La Phaeton, c'est une excellente voiture.
Et d'ailleurs, la petite phrase, c'est que il y a une phrase sur le cahier des charges de la feuilleton qui dit il faut que la voiture, quand elle roule à 300 km à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait la moindre vibration. C'est énorme comme phrase. Ça, c'est Ferdinand Piche qui a voulu ça. Donc, il a fait exactement la même chose. V12 140, lui, il a fait le W12 pour feuilleton. Pareil, salon de Genève, etc. C'était une magnifique voiture, mais ça a été un flop total. Malgré que c'était une voiture exceptionnelle, beaucoup d'options, spacieuse, ça n'a pas marché parce que quand on s'appelle Volkswagen, qui veut dire voiture du peuple, on peut pas être une voiture de luxe. C'est pour ça qu'il a mis le paquet sur Bentley et que Rolls-Royce a mis le paquet sur et que BM a mis le paquet sur Rolls-Royce. Mais quand vous avez vu la réponse sanglante de Mercedes avec la Maybach qui a encore ajouté une couche pour leur dire vous ne réussirez jamais à détrôner la classe S qui reste pour moi la meilleure voiture du monde. Et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos comparaison Rolls-Royce Phantom, Maybach et Bentley, les commentaires, tout le monde est unanime pour dire que la Maybach est supérieure à Rolls-Royce et Bentley. Ce qui est fou. En tout cas, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais laisser ça comme ça. Je ferai d'autres vidéos pour parler d'autres choses, d'autres sujets, d'autres anecdotes. Là, on a parlé de ce fameux jour du 7 mars 91 qui reste ancré dans l'histoire de l'automobile, où le jour où Mercedes a vraiment ressuscité pour moi le mythe de la W100 qui était la 600. Quand vous connaissez la Mercedes 600, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça, là, en fait, pour moi, l'état d'esprit, c'était de faire une classe S, pas trop longue aussi, mais qui va avoir les mêmes spécifications que la 600 W100. Et pour moi, ça a été le seul X, c'était le prix. Mais c'était le prix à payer parce qu'elle était extrêmement chère. Et à l'époque, il y avait aussi une inflation déjà en France qui était très élevée. Et c'est pour ça qu'elle était très chère. Mais après, voilà, c'était une voiture de luxe. Ce n'était pas la 126 où on pouvait s'acheter une 126 entrée de gamme pas cher. Mais là, en entrée de gamme, on était déjà très cher. La W140, il y avait le minimum de voitures de luxe. Il n'y a pas d'entrée de gamme sur une W140. Vous avez le minimum du minimum. Et c'était la stratégie à l'époque. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour dire qu'est-ce que vous voulez aussi que j'évoque comme sujet sur la W140. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Attention, moi je n'ai pas la prétention d'être un super connaisseur de la 140. Moi je suis comme vous, j'apprends tous les jours. Et j'apprends tous les jours la 140. Chaque jour je trouve un truc nouveau sur la 140. Et vraiment, après voilà, moi je partage les infos que j'ai. Après voilà, hein, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo, épisode 3. Allez, bisous, bye bye.